Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là pour cette masterclass, pour ce forum d'économie de l'économie responsable, World Forum of Responsible Economy. Donc, dans cette masterclass, le grand économiste qui va nous présenter la troisième révolution industrielle, ce qu'il entend par troisième révolution industrielle, ce qu'il propose comme proposition aussi, c'est bien sûr Jeremy Rifkin. Donc il va bientôt arriver, on va commencer d'ici 5 à 10 minutes. Et ça me laisse un petit peu de temps pour vous expliquer comment on va procéder pendant cette masterclass, puisqu'il y aura un peu d'interaction entre vous, le public et l'intervenant, d'une part Philippe Vasseur qui va se présenter, qui va introduire cette masterclass, et puis bien sûr Jeremy Rifkin. Donc, pendant l'intervention de Philippe Vasseur et de Jeremy Rifkin, vous aurez l'occasion de poser des questions que je vais, à travers Twitter. Donc, je vous vois tous là avec vos téléphones portables, vous avez bien fait de les apporter. J'espère que vous avez tous la 4G et vous allez pouvoir poser directement des questions à Jeremy Rifkin à travers 2 hashtags qui normalement devraient s'afficher. Voilà, vous les avez, les 2 hashtags, juste à côté du petit logo Twitter sur l'écran. Donc vous pouvez tweeter vos questions en anglais ou en français, c'est comme vous voulez, avec les 2 hashtags. D'une part, le premier hashtag AskRifkin, donc demandez à Rifkin vos questions qui vous brûlent les lèvres, et le deuxième hashtag WFRE18, WFRE pour World Forum of Responsible Economy. Alors, donc pendant 1 heure, Jeremy Rifkin va nous présenter les grands enseignements de la troisième révolution industrielle. Et ensuite, pendant 1 demi-heure, moi je vais récolter, pendant sa présentation, je vais récolter les questions, je vais en sélectionner quelques-unes, et ensuite je vais poser directement ces questions à Jeremy Rifkin dans la demi-heure qui suit. Donc ça vous laisse 1 heure pour réfléchir à des questions, pour les poster, moi pour les sélectionner, et ensuite je vais pouvoir les poser directement par micro interposé à Jeremy Rifkin. Pendant que Jeremy Rifkin et que Philippe Vasseur arrivent, j'en profite quand même pour me présenter. Je suis Étienne Tabag, j'aurais dû commencer par là quand même. Je suis professeur d'économie et de sociologie. J'enseigne à Marseille et j'ai pris le train pour venir ici. Si on m'a demandé de venir ici, c'est parce que j'anime un podcast d'économie. Donc un podcast, c'est une émission de radio que vous pouvez écouter directement sur le web. Et ce podcast s'appelle Splash. Et l'objectif de Splash, c'est de vulgariser l'économie, de rendre l'économie accessible à tous. Et à chaque épisode, je pose une question simple. Par exemple, est-ce que l'immigration est bénéfique pour les économies d'accueil? Par exemple, est-ce que les moines sont pétés de thunes? Par exemple, pourquoi est-ce que les chauffeurs de taxi sont si désagréables? Et en 20 minutes, j'utilise les principales connaissances produites par la science économique et je réponds très simplement à ces questions. Donc 20 minutes par épisode. Le but du jeu, c'est vraiment de vulgariser l'économie et c'est normalement accessible à tous, voilà, de 7 à 77 ans. C'est mon objectif pour que les principaux enseignements de l'économie soient utiles à tout le monde pour éclairer nos opinions et pour prendre position dans nos débats politiques et scientifiques. Alors, est-ce que les intervenants sont prêts? Je sens un certain scepticisme. On me dit de meubler. Très bien, je vais meubler. Je ne sais pas comment. On va se débrouiller. Donc, vous pouvez commencer dès maintenant à poser vos questions, puisque le compte Twitter avec les 2 hashtags sont déjà ouverts. Donc, si vous avez des questions par avance, peut-être avez-vous déjà lu les ouvrages de Jeremy Rifkin. Et donc, vous pouvez commencer à poser vos questions. Et je pense que c'est bon, je vais vous passer le micro. Merci beaucoup. Je vais vous rendre le micro, donc je voudrais juste vous saluer. Et puis vous dire comment nous est venue l'idée de mettre Jeremy Rifkin face à une génération qui n'est plus tout à fait la sienne et qui n'est plus non plus tout à fait la mienne. Jeremy Rifkin, c'est un économiste prospectiviste américain qui a écrit un best-seller il y a quelques années qui s'appelait « La troisième révolution industrielle ». Et la troisième révolution industrielle, c'est-à-dire l'économie du futur, hein, pour essayer d'avoir un monde qui soit plus durable, plus soutenable, correspondant davantage aux nécessités que l'on reconnaît aujourd'hui, même les plus sceptiques, et en même temps de rentrer dans cette économie du futur qui est initiée par les nouvelles technologies. Ce que vous allez vivre, quoi, en quelque sorte. Nous, bon. Et donc on a décidé dans cette région, avec le président du conseil régional, avec le monde économique,
de faire de cette région de Hauts-de-France le laboratoire de la troisième révolution industrielle. C'est-à-dire de mettre en pratique toutes les idées qui étaient celles de Jérémie Rifkin. C'est ce que nous faisons actuellement. Mais bien évidemment, quand on travaille pour le futur, on travaille pour des générations qui vont être mises aux responsabilités ou en tout cas qui vont avoir à les vivre, c'est-à-dire ce sont les vôtres. Et nous est venue l'idée de proposer à Jérémie Rifkin une rencontre. Alors on avait dit c'est interdit aux plus de 25 ans. Bon, c'était en principe entre 18 et 25 ans. On avait le droit d'avoir un peu moins de 18 ans et pas tout à fait plus de 25 ans. Mais on vous le livre, vous allez l'écouter, vous allez prendre connaissance de ce qu'il a à vous dire et vous aurez toute capacité pour poser des questions. Moi, mon rôle, c'est simplement celui-là. Je m'efface, j'ai un tout petit peu plus de 25 ans, donc malheureusement, je ne suis pas autorisé à pouvoir assister à cette séance. Je vous souhaite une excellente après-midi. C'est un moment rare. On a voulu, en quelque sorte, se l'offrir et vous l'offrir. Profitez-en bien. Jérémie. Alors, Jérémie a une caractéristique, c'est qu'il n'aime pas monter sur les estrades, mais vous vous débrouillerez avec lui. Allez. Good afternoon, everybody. Donc, bonjour à tous, je suis content d'être ici. Voilà ma règle de base. Abaissez vos iPhones. Je sais que vous allez avoir des syndromes de sevrage, vous pouvez le faire maintenant. Posez votre iPhone, posez vos iPads. On va avoir une conversation, vous et moi. Et toi aussi. Je vais commencer par une note un peu sombre et j'espère que ça va vous être une réflexion libératrice pour vous, les jeunes, dans ce grand pays qu'est la France. Le produit intérieur brut croît à un rythme plus lent dans le monde entier. Et la raison pour cela, c'est que la productivité décline dans le monde entier, et cela depuis 20 ans. Et le résultat, c'est que le chômage augmente, surtout pour la génération des millénials qui essaient de trouver leur place dans cette force de travail du XXIe siècle. Nos économistes prédisent encore 20 ans de basse productivité. Et je vais vous faire les calculs. On a eu 2 révolutions industrielles dans les 19 et 20e siècles, et voilà où on en est cet après-midi. On pourrait dire que la moitié de la race humaine est beaucoup mieux que nos ancêtres avant la révolution industrielle. Donc on pourrait dire aussi que 40% de la race humaine se fait 2 $ par jour ou moins, mais on ne peut pas dire qu'ils sont beaucoup mieux que leurs ancêtres. Et 1 milliard de personnes qui sont à 1 $ ou moins sont dans de moins bonnes conditions que leurs ancêtres. Donc la moitié de la race humaine se débrouille mieux, l'autre moitié non. Les très riches se sont bien tirés d'affaire. Et cet après-midi, avec les 7 personnes les plus riches du monde, on pourrait les mettre ici au premier rang. Les 7 personnes les plus riches, de part, qui sont d'ailleurs dans les sociétés d'Internet, leur fortune combinée correspond à toute la richesse de la moitié de la population vivant. Donc 3,5 milliards de personnes. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Ça ne marche pas, la façon dont la famille humaine est organisée sur cette petite planète. C'est très clair. Nous sommes sur un déclin à long terme pour l'ère industrielle.
Mais maintenant, nous avons un problème encore plus profond. Après 2 révolutions industrielles, 2 siècles, nous avons creusé le sol et on a pris toutes ces richesses et on les a brûlées pour créer la civilisation moderne. Aujourd'hui, on a beaucoup de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et du méthane et du protoxyde d'azote. Et ces molécules sont tellement épaisses qu'elles empêchent la réflexion de la lumière. Nous sommes dans un changement climatique en temps réel. Ce n'est pas un modèle ou quelque chose qui va nous arriver. Le changement climatique est ici, en ce moment, en France et dans toutes les régions du monde. Et ce que je vais vous décrire maintenant, c'est terrifiant. Et ce que je veux dire que chaque être humain sur Terre, on va être motivé en tant qu'espèce d'avoir une seule mission, de sauver notre espèce, de sauver notre planète, de sauver les créatures humaines sur les 40 ans qui viennent. Voilà ce que ça fait, le changement climatique. Cela impacte le cycle hydrologique de la Terre. Nous avons la biosphère et on a l'hydrosphère. Notre écosystème se développe sur l'eau. En fait, c'est dans les nuages, c'est ça notre hydrosphère. Et le problème qui se passe maintenant, c'est que pour chaque degré supplémentaire sur Terre, du fait de ces émissions gaz à effet de serre, et chaque degré que l'on gagne, l'atmosphère absorbe 7% de plus de précipitations, du fait que la chaleur force des précipitations dans les nuages, et on a plus de précipitations concentrées dans les nuages, dans des effets hydrologiques spectaculaires. Donc là, en Boston, par exemple, c'est 8 pieds de neige tous les ans. On a vous avez eu des inondations cette semaine même. Partout dans le monde, les gens perdent la vie dans les inondations. On a des feux de forêt, on a des sécheresses. Et de 6 mois par an, de Vancouver à la Californie du Sud, c'est des feux de forêt et les gens meurent. On a eu, nous, une sécheresse ici en France, cet été, dans le sud de la France. On a des ouragans qui détruisent des écosystèmes dans le monde entier. On vient d'avoir Michael, qui a été en Floride et en Caroline du Nord. Et au moment où on parle, il y a toujours des gens qui n'ont pas d'électricité. On a eu tous les prénoms. Et c'est ça la nouvelle norme, c'est ça le nouveau standard. Partout, nos écosystèmes ne peuvent pas suivre sur cette courbe exponentielle hydrologique. Et nos écosystèmes sont en train de se détruire en temps réel. Voilà ce que vous devez savoir. Nos scientifiques nous disent que nous sommes maintenant dans la 6e extinction de la vie sur Terre. Mais ça ne fait même pas les grandes lignes des journaux. Personne ne sait. Voilà le moment le plus dramatique sur ces 2000 ans qu'on a passé sur Terre. On a eu 5 extinctions massives sur mettons, les 450 millions d'années, bien avant l'arrivée des humains. Et à chaque fois, il y avait un point. Et très rapidement, il y a 10 millions pour que la vie revienne sur Terre. À chaque fois, c'est arrivé. Nous sommes dans la 6e extinction et nos scientifiques nous disent qu'on pourrait perdre environ 50% des espèces sur Terre sur les 8 décennies qui viennent. Et vous serez là, et vos enfants aussi. Et la dernière fois qu'on a eu une extinction de cette taille, c'était il y a 65 millions d'années. Comme ma femme disait, nous sommes endormis. Tous les scientifiques ont émis un rapport la semaine dernière qui n'est pas bon. Ils ont dit, si on continue d'un demi-degré, l'augmentation d'un demi-degré, on ne peut pas contrôler un demi-degré, l'effet exponentiel pourrait s'occuper de nous dans les 30 ans qui viennent.
Et on continue, comme si de rien n'était. On sait qu'il y a un changement climatique, mais on continue, comme tous les jours. Comme ma femme dit, nous sommes endormis. Et il y a du greenwashing. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin d'une nouvelle vision économique pour le monde et il faut absolument que ça soit obligatoire. Il faut que ça arrive rapidement. Il faut qu'on se détache de cette civilisation pour pouvoir vous préserver, vous et vos enfants, pour les 20, 30 ans qui viennent. C'est une tâche qui est inédite. Et en fait, on n'est même pas sûr d'y arriver. Moi, ce que je dis ici cet après-midi, c'est qu'on peut encore le faire si on le fait maintenant. Et ça commence dans les Hauts-de-France. Alors, on doit se demander comment est-ce que les révolutions économiques se sont faites par le passé. Si on sait comment elles se sont faites, on aura une idée de la route que l'on doit suivre pour que les jeunes dans cette région test de l'Europe, peut véritablement nous aider véritablement à aller dans la bonne direction. Il y a eu 5 changements de paradigme durant l'histoire, très intéressants, anthropologiquement parlant. On est à un moment, il y a 3 technologies qui ont émergé dans la civilisation et qui sont convergées pour créer ce qu'on appelle une plateforme d'ingénierie générale qui change la manière dont une société gère et, en quelque sorte, fait évoluer son économie. Et l'une de ces 3 technologies, premièrement, les nouvelles technologies qui nous permettent de gérer l'économie, les liens sociaux, qui a changé l'histoire. Deuxièmement, une nouvelle source d'énergie qui nous permet véritablement d'aller aussi mieux de l'avant. Et numéro 3, les nouveaux modes de mobilité, de logistique pour faire en sorte que ces 2 autres aspects puissent continuer. Donc, lorsqu'il y a cette convergence de ces changements essentiels, eh bien, ceci est évident, a un impact très fort sur notre orientation temporo-spatiale, notre modèle économique, notre gouvernance, nos connaissances. Ceci change notre conscience. Alors, 2 exemples rapides. Au 19e siècle, il y a eu la première révolution industrielle, deuxième révolution industrielle en Amérique. Alors, la première, ceci a été fait avec la vapeur et donc, ceci nous a permis d'avoir véritablement de transport véritablement plus rapide. Ensuite, on a eu un système télégraphique au début donc, du 19e siècle. Et il y a eu une convergence avec une nouvelle forme d'énergie qui a permis de faire des appels à très bon marché. Et ensuite, donc, on a mis ces locomotives à vapeur sur des rails. Et ceci a changé encore une fois ce qu'il s'est passé. Ensuite, la France, ici, dans le nord de la France, a été l'une des premiers acteurs de ce changement, de cette révolution. Vous avez été très rapide pour vous déplacer dans ce contexte. Ensuite, deuxième révolution, il y a eu la communication, encore une fois, le téléphone, comme vous le savez, ça a été quelque chose d'important. Imaginez un petit peu ce qui se passait la première fois dans toute l'histoire. Les gens ont communiqué pratiquement virtuellement, sans se voir, et ceci à la vitesse de la lumière grâce au téléphone. La radio et la télévision aux États-Unis, ces communications, ces technologies ont convergé avec une nouvelle source d'énergie qui nous permettait d'avoir des éléments moteurs. Et puis là, encore une fois, on a un pic en 2008 où, vous le savez, il y a eu un problème, une crise pétrolière. Il y a eu une augmentation faramineuse du prix du baril. Et il est évident qu'en 2008, il y a eu une sorte de tremblement de terre économique. Et il y a eu donc le problème aussi avec les subprimes. C'est uniquement un effet secondaire de ceci. Alors pourquoi
est-ce que ceci a eu un effet sur l'économie réelle? Eh bien, tout dans cette civilisation dépend des combustibles fossiles depuis le début. Les fertilisants, les pesticides, les matériaux de construction, les produits pharmaceutiques, les fibres synthétiques, la puissance, la lumière, l'électricité, tout dépend de cela. Donc, que le prix du pétrole passe à 78 dollars un baril, c'est évident que ceci a un effet. Alors, encore une fois, on est dans un système où, encore une fois, ceci a un effet, un impact très fort sur le pouvoir d'achat des gens. Est-ce qu'il y a ici qui pensent qu'on est véritablement dans une phase ascendante de la période des combustibles fossiles? Non. Alors, que fait-on maintenant? Alors, je vais vous raconter une anecdote. Lorsque Angela Merkel est devenue le chancelier de l'économie, elle m'a demandé en fait de venir la voir. Et elle a dit comment est-ce qu'on fait en sorte que l'économie allemande croisse? La première question que j'ai commencé à lui poser, je dis écoutez, comment est-ce que vous pouvez la faire croître cette économie lorsque vos entreprises sont uniquement connectées à une structure de la deuxième révolution industrielle? Combustibles fossiles, nucléaire, et cette infrastructure qui a atteint son pic à faire en termes de productivité il y a environ 20-30 ans de ceci en Allemagne. Donc je lui ai dit, on peut avoir des réformes de marché, de la main-d'œuvre, de la réforme fiscale, on peut essayer d'avoir toutes sortes d'innovations, des start-up, mais ça ne fera aucune différence. Parce que si vos entreprises ne s'alimentent que grâce à ces infrastructures de la deuxième révolution industrielle, eh bien, ça ne changera rien. Vous ne pourrez pas avoir un accroissement de productivité parce que voilà pourquoi la productivité décroît. C'est parce que l'infrastructure qui gère ceci a atteint son summum. Donc, après cette première discussion avec Angela Merkel, nous avons parlé d'une troisième révolution industrielle pour faire en sorte que l'économie puisse évoluer. Et on m'a dit donc, à la fin de l'année, nous aurons cette troisième révolution industrielle, m'a dit Mme Merkel. Alors, je vais vous dire ce qui s'est passé. Nous sommes à la charnière d'un nouveau changement. C'est une révolution numérique. Et vous le savez très bien, vous êtes jeunes, vous êtes les digital natives. Alors, comme vous savez, on a eu tout d'abord, vous êtes la troisième révolution industrielle. Et c'est beaucoup plus que vos iPads et vos médias sociaux. Nous avons eu une révolution de la communication dans les 27 dernières années avec le World Wide Web que vous utilisez tous et toutes. Nous avons 3 milliards de personnes qui sont connectées, qui font des communications par Skype, qui se parlent sur Facebook, qui font des jeux sur Internet. Et bien, bientôt, toute la race humaine y participera. Parce que la Chine, maintenant, a un smartphone pour 25 $, qui a plus de pouvoir qu'un ordinateur il y a 20 ans de ceci. Il y a ensuite dans l'Amazon des gens qui ont des smartphones qui ont encore eux aussi beaucoup plus de puissance. Cette communication est là. Cette révolution est dans votre poche. Elle se converge avec un Internet de l'énergie. Il y a des millions de personnes ici, en Chine aussi, qui produisent leur propre énergie, qu'elle soit solaire, électrique ou autre. Et lorsqu'ils n'utilisent pas cette énergie, ils la renvoient sur un réseau Internet et qui est comme une sorte de votre système d'information Internet. On peut donc partager les connaissances de cette façon. Et cette énergie peut être partagée aussi comme justement la communication. Et maintenant, il y a une troisième Internet qui se pointe à l'horizon, automatisée. Le partage automatique de l'Internet mobilité qui est fait de véhicules à partir de cellules électriques qui sont composés de matériaux recyclés et qui seront sans conducteur, les drones, par exemple. Ces 3 Internets de la communication, qui est déjà dans votre poche, des énergies renouvelables, dont la France est le pionnier,
et en particulier votre région. Et maintenant, l'Internet de la mobilité sont sur une plateforme qui s'appelle l'Internet des objets. Nous mettons des capteurs dans notre environnement. Et il y a des capteurs aussi qui vérifient, par exemple, la salinité, le taux de salinité du sol. On a des capteurs dans des voitures, dans les maisons, sur les routes, qui collectent les données. Où vont les données? Pas dans le cloud mythique, dont parle la vallée de Silicon Valley, mais il va donc dans ces 3 différents Internets pour qu'on puisse mieux gérer nos vies sociales, économiques. D'ici 2030, nous aurons une sorte de cerveau géant qui s'appellera Galilée GPS, et on crée une sorte de prothèse de la collectivité humaine pour que l'on puisse parler comme dans une sorte de système nerveux. Vous en faites partie tous les jours. C'est comme ça que ça se passe maintenant, les communications. D'ici 2030, on aura sans doute la possibilité pour faire en sorte que l'humanité s'adresse directement à ses différents membres. Et dans la première et deuxième révolution industrielle, les infrastructures étaient centralisées, elles étaient d'en haut en bas, elles étaient propriétaires et elles étaient intégrées verticalement. Donc maintenant, on se retrouve avec 500 sociétés internationales et qui produisent, donc qui contrôlent cette situation. Alors, l'idée, c'est que, bien sûr, maintenant, les choses ne sont plus centralisées. Elles seront distribuées. Ceci, ce sera ouvert et transparent. Plus il y a de gens sur Internet, plus de capital social on pourra créer. Mais si on ferme l'Internet, bien sûr, on n'a plus d'effet d'Internet. C'est correct, n'est-ce pas? Et donc, cette 3e révolution industrielle est là pour évoluer latéralement. Votre génération fait évoluer la puissance latéralement, pas verticalement. On peut aller de la verticalisation, de top-down, à la glocalisation, de région à région à région, pratiquement, qui peuvent communiquer directement les unes avec les autres. Ça, c'est le pouvoir au peuple. Ça, c'est le principe de la subsidiarité. Ceci veut dire que chaque région peut contrôler son propre destin économique et peut se mettre d'accord avec différentes régions aussi, parce que voilà ce qu'il se passe maintenant. Et c'est ce qu'il se passe maintenant au quotidien. Donc, même si, bien sûr, on est conscient d'un nouveau système nerveux qui est là, vous êtes très heureux, bien sûr, d'interagir avec des gens qui sont à l'autre bout du monde, mais on a aussi un petit peu peur. Il est évident comment est-ce qu'on peut s'occuper de ce réseau sombre qui est tout aussi important que celui qui est éclairé? Comment est-ce qu'on peut avoir une neutralité Internet alors que tout le monde est connecté? Comment peut-on s'assurer que véritablement ce système nerveux n'est pas manipulé comme par exemple les élections américaines? Comment est-ce qu'on peut s'assurer que les sociétés d'Internet que nous utilisons ne monopolisent pas l'Internet, en quelque sorte, n'utilisent nos données et permettent à des tierces parties d'utiliser pour nous dire quoi faire, où acheter et quand acheter quelque chose? Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'il y a une sécurité des données et la confidentialité? Comment est-ce qu'on peut s'assurer véritablement que le système puisse continuer de cette manière? Il y a donc, durant la sécheresse, il y a parfois des incendies qui se créent de manière tout à fait spontanée. Comment est-ce qu'on peut empêcher qu'il y ait qu'il y ait au terrorisme? Alors, il est évident qu'il est important pour vous, bien sûr, ça veut dire qu'il va y avoir une lutte entre vous, vos enfants, vos petits-enfants, pour s'assurer qu'on inclut la redondance dans ce système qui permettra de le maintenir, pour faire en sorte que s'il y a une attaque sur le système, on puisse néanmoins le reconstituer d'une tierce partie. Alors, on va parler aussi de ce qu'on appelle donc cet Internet sombre. Lorsque vous sortez de l'école, par exemple, si vous créez une petite coopérative à but non lucratif, vous pouvez aller sur ce système et avoir une image de toutes les données qui sont là, qui sont disponibles.
Et vous pouvez enlever, essayer de retirer, extraire les données qui vous paraissent importantes pour ce que vous faites. Pour vous aider, vous, par exemple, c'était à faire un partage de mobilité. Et donc, vous avez vos propres données analytiques, vous créez vos propres applis. Donc, vous pouvez accroître votre efficacité, votre productivité, réduire vos coûts marginaux et votre carbone, votre empreinte carbone, pour que chacun puisse jouer au même niveau. Et même si vous le faites aussi, même par rapport à d'autres grandes sociétés, puisque vous êtes locaux et globaux. Il y a beaucoup de jeunes qui font ceci, qui commencent véritablement depuis quelques années à emprunter ce chemin. Ce qu'il se passe maintenant, c'est que la numérisation de la communication, de la mobilité, l'Internet des objets est en train de changer le coût marginal de la production, véritablement. Et le coût marginal, c'est lorsque pendant vous avez installé votre production, c'est le coût de production pour chaque unité. On a toujours dit qu'en termes économiques, le marché optimum est celui où on vend à des coûts marginaux. On ne pensait pas que la révolution numérique aurait un effet de réduire à zéro ce coût marginal et qu'on se retrouvait dans une autre économie. Et une autre économie s'appelle l'économie du partage. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? En particulier vous, qui êtes tous des digital natives. Eh bien, ceci a été le fait donc du marché du capital. Lorsque vos marges diminuent, vos bénéfices diminuent, on doit aller d'un marché à un réseau parce que le marché ne fonctionne pas suffisamment, tout est trop lent et la chaîne est trop longue et néanmoins, lorsque les marges doivent augmenter, par exemple, si on souhaite les faire augmenter, il faut avoir un marché qui tourne avec 24 heures sur 7 jours. On peut aller d'un marché à un réseau, de la propriété à l'accès, de vendeur et de l'acheteur à l'utilisateur et de la consommérisation à la disponibilité, l'accessibilité. Combien d'entre vous ici dans cette salle, durant le dernier mois, ont produit ou partagé une vidéo, un morceau de musique qu'ils ont produit, ou ont écrit un blog et l'ont mis sur le web? Levez la main si vous l'avez fait. Personne? Vous n'utilisez pas votre cell phones? Combien d'entre vous ont produit une vidéo, l'ont partagée sur le web, ont partagé un blog ou un morceau de musique, ont contribué à Wikipédia? Il y en a combien? Regardez, voici l'économie de partage. Ça n'est pas inclus dans le PIB. Alors, ce qu'il se passe, c'est que maintenant, nous avons toute une génération de jeunes comme vous partagez la musique. Vous vous souvenez de cet artiste coréen qui a mis cette chanson sur Internet et tout le monde est allé voir ceci en quelques heures. Et il n'a pas mis d'argent pour faire ceci. On a donc des gens qui partagent leur blog. On a démocratisé l'éducation avec Wikipédia, par exemple. Il y a des millions de personnes qui construisent les connaissances du monde gratuitement, simplement en passant les informations les uns avec les autres. Et le résultat est tout à fait positif. Il y a beaucoup de jeunes qui suivent des cours sur Internet à distance et qui obtiennent des UV qui marchent bien. Et la musique, ceci se fait dans tous les secteurs. Et de nouvelles activités ont émergé, pas uniquement Twitter, mais il y a des centaines de startups, certaines qui sont à but lucratif, d'autres pas, et qui ont des plateformes qui analysent les données. Nous pensons qu'il y aurait donc des coupe-feux. Il est évident que s'il y a ce coût marginal qui aurait un effet sur on a vu que ceci n'est pas allé du monde de la protection au monde physique. Il y a des millions de personnes en Europe, en Chine en particulier, qui produisent leur propre énergie solaire
Et lorsqu'ils ne l'utilisent pas, ils la partagent dans cette économie de partage en ce moment, justement. Il y a des millions de jeunes qui partagent leur voiture, et ceci est contrôlé par des grandes sociétés, mais il peut y avoir aussi Blabla, par exemple, une petite société. Revenons à l'Allemagne maintenant. Qu'est-ce qui se passe depuis cette première conversation avec Mme Merkel? Entre 35 et 37% de l'énergie produite est faite de manière durable. Ce qui est intéressant, c'est le coût fixe. Le coût fixe de produire un watt solaire dans les années 70 était de 78 $. Et vous savez ce que c'est maintenant cet après-midi? Ce n'est pas 78 $, c'est 35 à 40 centimes. Donc, c'est une courbe exponentielle comme pour les ordinateurs. Lorsque j'étais jeune, dans les années 40, on n'avait pas d'ordinateur. Le premier ordinateur était inventé dans mon université en Pennsylvanie. Mais à l'époque, le président d'IBM a calculé qu'on avait besoin que de 5 ordinateurs pour le monde, parce qu'ils coûtaient trop cher. Et enfin, il s'est trompé. Ils ne sont pas réalisés que les ingénieurs d'Intel ont été en mesure de doubler la capacité de ces petites puces que vous avez tous les 2 ans, à moitié prix. Ce qu'il se passe dans le domaine de l'énergie est semblable. Le coût fixe a diminué. Il est passé de 35 cents et maintenant les sociétés achètent des contrats à long terme. Et voilà ce qu'on ne vous dit pas. À l'intérieur de ces sociétés, donc, qui achètent l'électricité, qui sont en train de subir les contre-coups de cette révolution numérique. Citibank, une grande banque new-yorkaise, a fait une étude il y a 2 ans. Ceci a dit que nous avons 100 trillions de dollars qu'on n'arrive pas à récupérer dans le domaine de l'énergie fossile. Une centaine de trillions de dollars. C'est la bulle économique. On n'en a pas besoin de ces actifs qu'on n'arrive plus à retrouver. Monsieur Carney de la Banque d'Angleterre a dit ça, c'est notre plaie, c'est notre... Comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il y ait des actifs d'une telle entité qui ont disparu. Et telle est la transition que l'on voit donc se manifester de la 2e à la 3e révolution. Et en Allemagne, maintenant en France, dans d'autres pays, lorsqu'on paie les coûts fixes de ces énergies, vous savez, le coût marginal est proche de 0, vous savez que le soleil, le vent n'a pas envoyé sa dot au pays. Il n'y a personne qui a reçu de facture. Tout cela est gratuit. Ce qu'il se passe en France lorsque les sociétés se connectent à cette infrastructure de la 3e révolution, c'est que cette énergie que vous obtenez est pratiquement gratuite et vous pouvez donc, en quelque sorte, retirer la valeur de cette chaîne de production qui est faite. Eh bien, qui crée cette nouvelle énergie? J'ai utilisé l'exemple de l'Allemagne parce qu'il est évident que je vais utiliser cet exemple-là en particulier. Dans l'Allemagne, les agriculteurs, les sociétés de proximité ont créé des coopératives d'énergie. Elles sont allées à la banque, elles ont demandé un emprunt, elles savaient qu'elles pourraient récupérer l'investissement. Ils ont créé de cette façon 95% de l'électricité. Les 4 sociétés de production d'électricité produisent 4% de l'électricité. Elles n'arrivent pas à augmenter ceci parce qu'il est évident qu'il faut récupérer cette énergie solaire, éolienne, etc., où que l'on soit. Et donc, ça veut dire que c'est la fin de ces sociétés. Elles doivent simplement changer de modèle économique, ces sociétés. En Allemagne, il y a 4 ou 5 ans de ceci, E.ON a estimé, c'est évident que cette révolution ne va pas arriver directement d'un coup, mais disons que cette 3e révolution est déjà en marche.
Vous devez donc amortir ce nouveau modèle économique sur 20 ans. Et vous devez donc construire un nouveau modèle. Ce nouveau modèle, comme pour une société gérant l'électricité, il est évident que vous gagnerez davantage d'argent en ne générant pas l'électricité. Dans 25 ans, tout le monde générera de l'électricité lorsqu'ils pourront, en quelque sorte, partager cette électricité avec les personnes qui n'en ont pas et vice-versa. Vous savez que nous mettons de l'énergie solaire dans les peintures, dans les verres aussi, dans le verre. Donc, tout le monde va produire cette énergie. J'ai dit à ces grandes sociétés, vous gagnerez davantage d'argent en vendant moins et moins d'électricité. Alors, le patron de IN m'a dit donc, ça n'est pas possible. Votre cas de figure ne peut pas marcher. Vous allez faire des partenariats avec des dizaines de pays, avec des dizaines de sociétés, pardon, et vous allez donc, en quelque sorte, les aider dans leur chaîne logistique. Vous allez les aider à collecter les données, à améliorer leur efficacité ainsi que leur productivité pour qu'ils puissent partager en retour ceci avec les grandes sociétés. Monsieur Tyson a dit que ça ne va pas se passer comme ça. Jamais, il faut mettre... Personne ne va les acheter si on met de l'énergie fossile. Et ils changent pour passer au service. Maintenant, la Chine. Hein. Quand le Premier ministre lit, et il y a on sait qu'il a lu le livre que j'ai écrit il y a quelques années, et il a dit au gouvernement central pour passer à ce que je suis en train de vous décrire cet après-midi. Et ils ont été très rapides. Je travaille avec eux dans la République populaire de Chine et l'Union européenne. Mais vous savez à quelle vitesse ils vont en Chine? 11 semaines après ma première visite, ils ont annoncé 82 milliards de dollars pour digitaliser l'électricité dans le plan actuel à 5 ans, pour qu'ils puissent produire leur propre énergie solaire et éolienne et partager les coûts. Ils produisent 5 millions de véhicules électriques aujourd'hui. Il faut les regarder, il ne faut pas les oublier. Avec l'énergie, on peut rendre possible la mobilité, l'énergie. Alors, combien d'entre vous ont utilisé un service de partage de voitures, blabla, etc. Voilà, vous êtes un vrai problème, vous savez. Vous avez créé un vrai problème. Il faut que vous compreniez qu'on a construit la deuxième révolution automobile, la deuxième révolution industrielle, pardon, construit l'automobile et on l'utilisait. Et les seuls qui ont deux voitures, qui sont dans le garage, qui les nettoient de temps en temps, c'est vos grands-parents. Et vous voulez plus de mobilité? Vous voulez un accès à la mobilité dans un réseau de partage de voitures, peu importe de posséder une voiture dans un marché. C'est bien ça. Non, le problème, c'est pour chaque voiture que vous partagez, on élimine 15 voitures. Voilà le truc. Donc, 1 milliard de véhicules sont dans des embouteillages et qui sont la troisième cause de réchauffement climatique. Le premier, c'est les bâtiments, mais ici, dans cette région, chaque bâtiment va être transformé. Mais est-ce que vous savez quelle est la deuxième cause du changement climatique? Donc là, c'est l'énergie des bâtiments. Le numéro 3, c'est le transport. Le numéro 2, personne ne semble connaître. À votre avis, le deuxième cause de réchauffement climatique? Les animaux, oui, lesquels? Tout à fait, les vaches, oui, oui. Donc, j'ai écrit un bouquin en 1990. Donc, c'est peut-être même le numéro 1. Donc, la communauté scientifique et agriculturelle, ils ont été fous. Ils ont dit c'est le plus stupide. Maintenant, on sait. J'adore les vaches, honnêtement. Nous, on est des gens qui défendent les droits des animaux. Mais là, 1,3 milliard de vaches qui prennent 27% de la masse terrestre du monde. Et le méthane qu'ils produisent, c'est 23 fois plus polluant que le méthane et le CO2. Et quand ils font caca, et le protoxyde d'azote, c'est encore beaucoup plus polluant.
mais on n'entend jamais parler d'un mouvement environnemental, parler comment il faut réduire la viande qu'on consomme pour passer plus végétarien pour pouvoir défendre notre espèce humaine. Bon, le numéro 3, les véhicules. Alors, on a dit, on va limiter environ 800 millions de véhicules sur la génération qui vient. Les 200 millions de véhicules qui restent seront imprimants 3D, sans chauffeur, marchant à pile à combustible. Et ces trois fonctionnent sur les objets connectés. Dans les Hauts-de-France, chacun de ces bâtiments dans cette région est un nœud, et chaque nœud, il faut que ce soit entièrement transformé pour devenir un nœud. Et chaque nœud est un centre de données distribué. Vous pouvez collecter vos propres données et les partager et dans un réseau blockchain pour que ça passe pas par Google et tout ça, mais que ce soit bien sécurisé. Chaque bâtiment est un nœud qui distribue des données. Chaque bâtiment est un nœud où on peut générer sa propre énergie, la biomasse, l'éolien, le solaire. Et chaque fois, c'est un centre de chargement, un centre de recharge de voitures électriques. Et tous ces nœuds communiquent en mobilité dans toute la région, la France, l'Europe et l'Eurasie. Voilà la révolution. Voilà le pouvoir au peuple. Mais on peut sortir du réseau, on peut faire du blockchain. Il n'y a plus de pouvoir central qui peut contrôler 1 milliard de gens en Eurasie. Voilà le cadre dans ces grandes lignes. En Europe, l'année dernière, on a annoncé, on a un plan similaire qui s'appelle China Internet Plus, mais j'aimerais parler de cette région ici. La troisième révolution industrielle va impliquer toutes les industries, non seulement ici, mais dans le monde entier. Et on a besoin des NTIC, des compagnies d'énergie, l'immobilier pour pouvoir transformer, l'impression 3D va être impliquée également, la science de la vie pour remplacer les produits pétrochimiques. On a besoin des télécoms pour la 5G, etc. Et ça veut dire que ce sont des emplois, des millions d'emplois. Les robots et l'intelligence artificielle ne vont pas pouvoir s'occuper de recycler l'industrie des carburants fossiles. Mais en fait, en Hauts-de-France, on ne va pas avoir des robots qui vont mettre l'isolation et tout ça. Ça, c'est des gens qui sont qualifiés, peu qualifiés et des cadres également. Ce n'est pas des câbles, ce n'est pas des robots qui vont mettre des câbles sous la terre. C'est bien des humains qui vont faire ça. Les robots et l'intelligence artificielle, vous avez déjà vu, c'est jamais des robots qui assemblent des éoliennes ou des panneaux solaires. Ça veut dire donc de l'industrie, des emplois. Et ce que de ce dont je vous ai parlé, c'est l'ordre du jour pour les enfants de l'ère digitale que vous êtes ici dans cette salle. Et maintenant, je vais vous parler de votre région et de votre responsabilité des étudiants. Et c'est très sérieux ce que je vous dis maintenant. Aucune région dans le monde, jusqu'il y a 5 ans, n'avait pris la taille de cette révolution. On a 5000 villes et on peut parler de leurs bus à hydrogène, de leurs pistes cyclables, mais tout ça, ce sont des projets pilotes qui sont super bien pour un dossier de presse. Donc, en 2012, je crois, c'était, le président Bergeron, président de la région, m'a appelé et m'a dit on était avant la plus grande région industrielle de France et d'Europe, et aujourd'hui, on a un peu, ça fait 40 ans qu'on a un peu des soucis. On ne veut pas que les jeunes partent de la région. On veut avoir du changement. On adore cette région, on veut créer des emplois sur le changement climatique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il a dit, est-ce que tu peux nous faire un plan? Et j'ai dit, non, on ne peut pas faire ça. Pas pour vous. On peut créer avec vous
Et on peut vous créer la feuille de route et voilà les conditions dans lesquelles on va le faire. On a demandé à M. Percheron et Philippe Vasseur et on doit vous assurer que chaque municipalité dans cette région soit avec nous. Chaque petite ville, chaque territoire, chaque municipalité, chaque parti politique, vous mettez toutes les universités dedans, vous mettez les lycées dedans, les chambres de commerce, et si toute la région dit qu'ils vont créer une feuille de route et un site sur 30 ans, sur 3 générations, eux, vous et vos enfants, on va travailler ensemble et nous, on viendra travailler avec vous. Et le contrat, c'était que, sauf l'infrastructure, la communication, l'énergie, la mobilité, les objets connectés, on va personnaliser pour chaque zone, le rural, les entreprises, pour avoir quelque chose qui vous ressemble pour votre région, mais l'infrastructure va vous permettre, va ensuite de passer et de traverser vers d'autres régions. Vous me suivez? On a fait d'autres régions avant ça, et ça a été. Mais on n'a jamais réussi à agrandir. Donc, c'est ce que je suggère, c'est une nouvelle forme de politique qui n'a jamais été faite. Et je ne sais pas si ça peut être fait ici. En principe, vous pensez votre collectivité locale, et les mettre en place, et vous avez un retour, un feedback du public, et vous attendez que le gouvernement central crée des projets qui doivent être acceptés et votés. C'est ça? On a dit, le gouvernement national sont en train de déconstruire tout ça, décentraliser. On perd la confiance dans le gouvernement. Donc, j'ai dit ce que vous devez faire ici dans la région. Nord-Pas-de-Calais, qui maintenant s'appelle Hauts-de-France, avec la Picardie, vous devez aller chercher des assemblées démocratiques de milliers de personnes, des milliers, avec des centaines dans les commissions, dans les industries multigénérationnelles, multi-industries. On va travailler avec vous et vous allez créer votre feuille de route sur cette architecture. Et la plupart des gouvernements n'aiment pas donner ce pouvoir parce qu'ils disent qu'ils vont perdre du pouvoir. Mais le président Percheron s'est aperçu que le pouvoir, c'est quelque chose qui doit être distribué pour que chacun joue son rôle. Pas uniquement dans les bulletins de vote, mais également tous les jours. On a commencé cette expérience, on a fait la feuille de route et ça a marché. Et ensuite, le Percheron, et maintenant, c'est un nouveau parti politique. Et on était assez intéressant. La première chose que le président Percheron a dit, a demandé, et Xavier Bertrand a demandé à ce que le président Percheron soit toujours dans le comité pour continuer à ça. Vous imaginez un parti qui demande à l'autre parti adversaire, mais ça, c'est pas une histoire de politique, c'est le problème de vos enfants. Et si un parti avait dit on veut le faire et l'autre parti avait dit non, mais non, ça c'était trop deuxième révolution, là on a troisième. Et le président Percheron a dit non seulement on va faire encore plus et impliquer encore plus de gens, et aujourd'hui on a sur tous les partis politiques, dans toutes les régions, tout le monde est impliqué. Ce matin, on avait les territoires de toute la région, tous les Hauts-de-France étaient réunis. On avait 1200 projets en place aujourd'hui. Donc, vous étiez la Rust Belt, à l'époque, personne ne vous regardait. 3 ans plus tard, vous avez la récompense du comité des régions de l'Union européenne comme la première région entrepreneuriale et vous avez réussi à faire ça en 36 mois. 1200 produits, des milliers de personnes comme Jean-François. Je ne sais pas, vous avez déjà été dans la région des mines, là-bas? Eh bien, dans le pays minier, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont formé plusieurs milliers des petits-enfants des mineurs. Et vous savez ce qu'ils font aujourd'hui? Ils sont en train de transformer, de mettre des panneaux solaires sur des vieux bâtiments. Donc, ce qu'on a ici, c'est une expérience intéressante avec les pairs, où la démocratie est à l'horizontale. Donc, on a une transparence, une ouverture, et maintenant, on veut une politique qui soit latérale, ouverte et transparente. Donc, qu'est-ce qui va être l'essence? Qu'est-ce qui va être le moteur de tout ça qui va impliquer tout le monde cet après-midi? Et je ne dis pas ça juste pour le dire. Je ne sais pas si ça va réussir, je ne serai pas là pour le voir. Mais je vous dis que cette
une responsabilité énorme sur les jeunes de cette région. Vous ne pouvez pas vous permettre d'échouer. Vous avez des délégations qui viennent du monde entier, qui regardent ce que vous faites et tous ces projets. Il faut avoir bien le dimensionner, il faut rester dans la région, il faut vous impliquer dans toutes les nouvelles opportunités de création d'entreprises et de recherche, parce qu'on est tellement en retard dans ce calendrier pour le changement climatique. Si ça échoue, on va être vraiment dans le caca. On a une deuxième région aux Pays-Bas qui sont dans leur 3e année, mais vous êtes plus loin, vous êtes plus en avant. On a Luxembourg qui nous suit, mais vous êtes devant. C'est une responsabilité énorme. On parle de sauver la planète ici. Et je vais juste revenir en arrière un peu. Je ne pense pas que c'est uniquement une histoire de technologie. Je ne suis pas utopique. J'ai critiqué la technologie toute ma vie. Il faut avoir quelque chose qui change plus rapidement. Ce n'est pas une technologie, c'est déjà là. Mais il faut changer notre conscience, la façon dont on voit le monde, la façon dont on se regarde. Moi, je suis optimiste ou ni pessimiste. Je pense que c'est juste une course contre le temps. Mais il faut avoir de l'espoir. J'ai remarqué, et vous me dites si je me trompe, parmi les jeunes, et je l'ai vu dans le monde, je pense qu'il y a eu un changement d'esprit, d'état d'esprit, même si ce n'est pas visible ou exprimé, dans 3 domaines qui m'intéressent. Vos vues sur la liberté, le pouvoir, l'identité des communautés. Ce sont des catégories assez profondes, n'est-ce pas? Ma génération et les générations avant, si on revient depuis le début des Lumières, on était très clair sur les Lumières. Depuis la Révolution française et la Révolution américaine, la liberté, c'est de pouvoir se prendre en charge soi-même, d'être autonome, d'être un agent de soi-même, de prendre en charge sa destinée. Et on pense que les autres êtres humains ont le droit de faire ça, et on crée des gouvernements pour que tout le monde puisse avoir le droit de poursuivre sa vie. Je ne me trompe pas? Je suggère pour les natifs de la génération digitale, pour vous, la liberté n'est pas l'exclusivité et l'isolation et l'autonomie. Pour vous, la liberté, l'inclusion et l'accès, c'est ça? C'est pas uniquement, c'est pas la propriété, c'est l'accès, c'est pas l'exclusivité, mais l'inclusivité, parce que la liberté est mesurée en termes de possibilité de se développer virtuellement, physiquement, avec tous les acteurs dans le monde et dans la région. Et la liberté, c'est la possibilité de contribuer vos talents avec d'autres pour avoir un effet de réseau. Je pense que je ne me trompe pas trop. Alors, le pouvoir, la puissance, on peut toujours penser que c'était une pyramide. Et tout le monde. Mais vous, dans votre génération, vous êtes sur le web tous les jours, vous partagez vos talents sur le web, et plus on en a, plus tout le monde en bénéficie. Et enfin, le plus important, le changement dans la notion de communauté. J'ai grandi dans un monde où chaque nation était souveraine et autonome. Et chaque citoyen de chaque nation était souverain et autonome, et un citoyen de cette nation. Donc chaque citoyen est en compétition avec les autres pour les ressources. On est tous en compétition et on protège notre autonomie. Nos États-nations sont autonomes et souverains. Ils sont en concurrence sur le marché ou sur le terrain de bataille. Et c'est un jeu à somme nulle. Et on a eu deux guerres entre la France et l'Allemagne sur le charbon, et l'Asie et la Russie pour le pétrole. Et on sait que beaucoup de gens sont morts. Et beaucoup de gens dans cette salle, la jeune génération, vous avez une conscience de la biosphère, pas uniquement géopolitique. Et la biosphère, c'est que on est entre la stratosphère et la lithosphère, où toute la chimie de la planète interagit
par l'hydrosphère, la biosphère, l'atmosphère, l'ithosphère et la magnétosphère. C'est un système. Ce n'est que 19 kilomètres. Donc en fait, la communauté est entre le sol et 19 kilomètres dans toutes les régions. Voilà la planète qui doit être sauvée. On a des jeunes qui rentrent à la maison dans cette région, j'en ai parlé d'ailleurs avec certains d'entre eux, qui disent à leurs parents, pourquoi est-ce que papa utilise tellement d'eau pour se raser alors qu'on est en sécheresse? Ils disent à leurs parents, pourquoi est-ce que la télévision est allumée alors que ça fait 3 semaines qu'on n'a pas été dans cette pièce-là? Il faut l'éteindre. Ils disent à leurs parents, pourquoi est-ce que vous avez 2 voitures? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas donner une des 2 et utiliser un système de partage? Je sais que ça va créer des problèmes en France, mais on a des jeunes qui rentrent à la maison en France, même dans cette région, qui demandent d'où vient le steak sur la table du dîner. Est-ce que ce hamburger est venu d'une forêt de Maniel? Est-ce qu'on a dû brûler le sang pour avoir une vache pour produire ce steak? Et on a des espèces qui sont devenues éteintes une fois qu'on a brûlé les arbres pour avoir un steak sur la table du dîner ce soir. Ça veut dire que les arbres ne sont plus là pour absorber le CO2. Ce qui veut dire qu'il y a un fermier qui ne peut pas nourrir ses enfants. Il y a 10 000 km de cela en Inde ou d'autres régions parce qu'ils ont des feux de forêt, des sécheresses et des inondations, et elle ne peut pas nourrir ses enfants. Ce qu'on apprend, c'est l'empreinte écologique. Ce n'est pas académique et on peut le mesurer. Certains d'entre vous ont peut-être mesuré leur empreinte carbone. Chaque moment de la journée, même quand on dort, ça impacte un autre être humain, une famille, d'autres créatures et d'espèces sur la planète sur laquelle on vit. Et la cruelle leçon, c'est la leçon la plus cruelle de toute l'histoire. On est tous interconnectés dans tous les niveaux de notre vie. On ne peut pas être souverain, autonome, indépendant. On maîtrise notre destin, mais aussi tous les autres êtres humains de cette planète. Et ce que vous faites en Hauts-de-France, c'est vous commencez à aider la race humaine à grandir. Mais est-ce qu'on va avoir le temps? Et tout va dépendre de vous. Et quand vous devenez parents, vos enfants, vos petits-enfants. Donc voilà mon espoir. Ne nous décevez pas. On a beaucoup de gens qui regardent cette région depuis le monde entier. Vous avez commencé quelque chose. Vous devez signer le contrat dans quelques années. Donc il faut s'impliquer dans toute le déploiement. Je sais que l'université catholique est impliquée et d'autres universités également. Je sais, il y a 200 lycées, mais ce n'est pas suffisant. Quand vous partirez d'ici cet après-midi, il faut faire bouger les commissions, il faut commencer à regarder ce que vous pouvez faire. Trouvez tous les projets qui sortent dans votre région. Commencez à parler à vos parents, vos amis. Et une dernière chose, la plupart des étudiants ne sont pas ici. Donc on a mis un film. Combien ont vu les films VICE? Ouais, vous avez vu ça? On a un film qui dit à peu près la même chose que je vous ai dit, qui est sorti environ il y a 7 mois. On a eu 3 millions de vues. Donc c'est en 19 langues, y compris le français. Donc partagez ce film, partagez votre expérience de vie. On compte sur vous pour que vous soyez le phare de France. Et je pense que cette région a déjà déclaré que c'est la région phare de France. Je pense que c'est le plus de gains d'emploi, c'est ça en France. Hein. Donc je crois qu'on a eu le plus d'emplois gagnés dans cette région en 5 ans. C'est super bien. C'est super bien. Donc ce que je voulais que vous fassiez, c'est redoubler d'efforts, partager la bonne parole. Et ce qui va se passer, si tout va bien, dans 3 ou 4 générations, vos petits-enfants vous demander ce que vous avez fait. Et ils vont voir que vous avez donné votre vie. Pas juste quelque chose qu'on fait, mais investi dans votre vie, votre profession, votre carrière, pour changer
cette région et s'assurer que ce qu'on peut faire. Et quand ils regarderont ce que grand-mère et grand-père ont fait, ils pourront dire « on a compris ce qu'il fallait faire. On a regardé, personne d'autre le faisait. On a décidé de le faire nous-mêmes et ensuite tout le monde nous a suivis. Et on a changé le visage de l'Europe, du monde, et nous avons donné un nouvel espoir dans cette planète nourricière. » C'est pas juste que vos petits-enfants ont le droit d'être là, mais nous défendons les droits des animaux avec ma femme et tout le monde a le droit d'être là. Et je pense que cette planète bleue, il n'y a rien d'autre qu'on n'a plus voir dans l'univers qui ressemble à ça. Et dans cette pièce, ici, dans cette salle, hein, on a tous un rôle à jouer. Il faut le faire aujourd'hui, demain, et assurez-vous que vos petits-enfants continuent ça au XXIe siècle pour créer une société écologique, une communauté juste pour que la race humaine puisse vivre en paix sur cette oasis bleue. Je vous souhaite un bon après-midi. On va pouvoir faire la deuxième partie de cette masterclass. So I'm going to speak in English now. À partir de maintenant, je vais parler français. Donc, si vous avez besoin de traduction, vous pouvez garder votre casque. Pendant votre présentation, le public a demandé un ensemble de questions sur Twitter. J'en ai sélectionné quelques-unes et nous allons attendre avec impatience vos répondre. Votre première question sur les Hauts-de-France, nous avons donc un appel pour la troisième révolution. Quels sont les atouts principaux des Hauts-de-France pour engager cette troisième révolution? Donc le charbon, c'est fini. C'est juste terminé, le charbon. Il n'y aura plus de production de charbon. Même la Chine essaie de sortir du charbon. Vous avez tous les atouts dont vous avez besoin. Toute l'énergie ici, dans cette région, s'appelle le soleil et le vent. Et également l'énergie que vous trouvez dans le sol. Donc, vous avez tout ce qu'il faut comme dans toutes les autres régions. L'Université de Californie a fait une étude. Chaque pays dans le monde et le potentiel pour le solaire et l'éolien. Et chaque pays peut faire. Si l'Allemagne peut le faire avec tout le mauvais temps qu'ils ont, avec tout le beau temps que vous avez en France, ça va être très facile. Vous avez toute l'énergie dont vous avez besoin. Et vous savez quoi? Quand les gens disent le solaire, les éoliennes, mais quand vous voyez une belle éolienne sur une ferme, je vois que la beauté, je ne vois pas l'obstruction. Tout dépend de son point de vue. Quand je vois une usine de charbon, là, je n'ai pas la même vision de l'élégance. Donc, vous savez, il faut vraiment passer au solaire et à l'éolien et au géothermique et les biocarburants, mais il faut que ce soit les bons. Il faut qu'il y ait une bonne énergie. Donc, les biocarburants, un petit peu d'hydraulique et du thermal. Deuxième question. J'ai eu beaucoup de questions sur les inégalités sociales et les problèmes sociaux, par exemple. Qu'est-ce que peuvent faire les femmes pour contribuer? Quel peut être le rôle des femmes et des minorités raciales pour contribuer à cette révolution? Alors, c'est intéressant. L'un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui dans le monde, c'est l'inégalité des sexes, et surtout dans le pays en développement, mais surtout dans le monde développement. Vous avez des sociétés patriarcales où les femmes et les enfants sont esclaves. Et ce qu'on oublie, c'est que c'est une leçon de l'histoire. Il y a eu une technologie
qui est arrivé au fin du 19e siècle, qui a aidé les suffragettes. Vous savez, ce mouvement. Et c'est l'électricité qui a aidé les suffragettes. C'est une histoire que peu de gens connaissent, mais avant l'électricité dans le monde, les femmes devaient entretenir le feu. Il fallait qu'elles fassent tout cela. Elles ne pouvaient pas aller après un certain niveau scolaire. Il fallait rentrer à la maison pour s'occuper de l'eau et du feu. Quand l'électricité est arrivée, elle a libéré les femmes en Europe et en Amérique pour pouvoir être plus éduquées, puisqu'on n'a pas besoin qu'ils soient esclaves à la maison. Et au fur et à mesure qu'elles devenaient plus indépendantes, l'électricité a permis de nouvelles compétences sur le marché, pas uniquement des compétences manuelles, mais également des compétences intellectuelles. Donc, le mouvement des suffragettes à l'époque a bien été aidé au début des années 1900 par l'électricité. Et dans le monde, montrez-moi un endroit où il n'y a pas d'électricité et je vous montrerai là où les femmes sont les plus esclaves. Les régions subsahariennes et d'autres parties où il n'y a pas d'électricité. Vous pouvez donner des millions de préservatifs, ça ne fera pas de différence parce que ce qui se passe dans ces sociétés patriarcales, il y a plus d'enfants et ça permet d'avoir plus de monde s'il y a des enfants qui meurent. Et dans l'Afrique subsaharienne, ce sont les femmes avec le microcrédit qui créent des coopératives d'électricité. Pas juste quelques-unes, mais on parle de depuis 2 ans. Après que j'ai écrit ce premier livre, sur les 2 dernières années, les femmes ont des microcrédits et créent des coopératives d'électrique et qui vont dans des villages et donnent à chaque hutte un panneau solaire qui donne de la lumière, donc en 21e siècle, et également pouvoir recharger son téléphone portable, ce qui permet par la suite, une fois par semaine, de mettre $1 et de pouvoir ainsi payer son loyer. Et on n'a pas besoin de voyager pour aller attraper l'électricité. Donc, ça permet de rembourser les panneaux solaires et en fait, c'est moins cher que le kérosène. Donc, ils connectent des fils sur tous les toits, peut-être 200 maisons au village, et mettre un stockage de batterie. Et vous savez, pour 200 maisons, combien ça coûte? Ça coûte $3000. Donc, ce qu'on a découvert, c'est que les pays en développement, avec un gros problème d'inégalité des sexes, sont les plus rapides. Parce que c'est ce qu'on a appris en développement. On n'a pas vu aucun besoin d'avoir des téléphones portables dans l'Afrique subsaharienne et en Inde, parce qu'ils n'avaient pas d'électricité. Donc, pourquoi des téléphones portables? Donc, là où ça arrive, les gens ont commencé à acheter des faux téléphones portables pour juste montrer. Et ensuite, on a mis en place des relais. Donc, leur responsabilité dans les pays. Donc, en fait, ils n'ont pas d'infrastructure. Donc, ça, c'est un atout de ne pas avoir d'infrastructure. C'est plus facile de créer des infrastructures à partir de rien, avec des nouveaux protocoles, des nouvelles règles, nouveaux codes, de prendre l'ancienne infrastructure, comme on fait dans le monde industrialisé, et essayer de transformer et changer les normes et les standards. Donc, regardez l'Inde rurale, et ils sont vraiment là, la Chine, l'Afrique subsaharienne. De nouveau, cela a à voir avec le genre, avec le sexe. Et elles mettent en place, les femmes mettent en place ces coopératives, moins d'enfants, ils sont plus indépendants, et on commence à voir la fin de cette discrimination dans le monde. Et c'est une bonne nouvelle. Vous avez parlé d'initiatives locales très intéressantes par les femmes, à l'initiative des femmes ou en Inde. Et chaque fois qu'il y a des initiatives de ce type, on a l'impression que les grandes sociétés veulent les monopoliser, veulent les récupérer. Comment est-ce qu'on peut essayer de lutter contre ces grandes multinationales? Je suis contente que vous ayez posé cette question. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée l'année dernière. Vous connaissez Google. Je trouve que c'est magnifique, Google. Moi, je fais ma recherche avec Google. Moi, je vais dans cette boîte magique qu'est Google, même à mon âge. Mais lorsqu'on va dans cette boîte magique et il n'y a pas d'alternative,
ça devient une sorte de monopole international. C'est la même chose pour Facebook. Je sais qu'il y a beaucoup de lycéens, d'universitaires qui vont plus sur Facebook. Ils n'utilisent plus. Mais si on veut communiquer par Facebook, ça devient une sorte de monopoly. C'est la même chose pour Amazon aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux grandes multinationales? Google a installé un centre de données au Canada. Donc, ils ont participé à un appel d'offres. Et puis, on a dit, ah ben, on a une petite entreprise ici qu'on vient d'acheter et nous aurons notre centre de données ici. Mais si vous êtes d'accord, on pourra avoir une petite ville miniature autour de ce centre de données, pas grand, mais quelques habitats, et on mettra toutes ces infrastructures dont j'ai parlé cet après-midi, par exemple. Et alors, il y a eu tout le monde était d'accord, les hommes politiques étaient là, et vous savez ce qui s'est fait le jour après? Les Canadiens sont devenus fous. Ils ont dit, on ne veut pas que nos villes soient privatisées par Google. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Et ça n'aura pas lieu parce que véritablement, le tollé a été immense. Est-ce que ça veut dire que Google n'a pas de rôle à jouer? Bien sûr que Google a un rôle à jouer. De nos grandes sociétés peuvent avoir un rôle à jouer, mais il faut protéger ces infrastructures comme étant des services publics. Ce sont des communs. Ceci fait partie de l'espace public. C'est-à-dire dans cette région, vous devez prendre une décision par rapport au réseau électrique, l'Internet de mobilité. Vous devez décider en tant que région, avec toutes ces personnes dans votre région, de concert, comment vos données peuvent être utilisées ou pas, et dans quelles conditions, quel sera le prix d'utilisation du service. Et ceci, ça s'appelle un service public. Donc, elles peuvent être privées, mais elles peuvent être traitées comme un service public. Et donc, je me souviens, lorsqu'on a commencé ce projet, je ne savais pas ça à l'époque, mais l'un de vos gouverneurs régionaux, responsables régionaux, vous savez qu'on a EDF, il m'a dit, on veut participer avec vous. Ils étaient là, ils aidaient. J'ai appris que dans toutes les villes, est-ce que vous savez en France que c'est le dernier mètre appartient à la ville, en fait. Vous pouvez en reprendre la propriété. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés avec lesquelles nous travaillons et d'autres pas. Certains travaillent avec vous, d'autres pas. Peu importe, c'est une bonne chose si elles construisent, si elles aident dans la gestion. Mais je crois les entreprises doivent être locales et régionales. Dans ce master plan qui a été mis au point sur 5 ans, vous assurez que toutes les entreprises commencent localement. Si on peut avoir des partenaires internationaux, ce sont à vos conditions, pas à leurs conditions. Et je crois qu'il est évident que le président de la Chambre de commerce a pu donc gérer 3000 entreprises. Ils ont monté des séminaires pour savoir comment faire ceci. Il n'y a aucune autre région qui a pris une telle mesure. Donc, on veut une région qui soit autosuffisante, qui puisse utiliser les PME, peut avoir des intervenants externes, mais il faut que ce soit clair, que ce soit une sorte de commun, que les gens de la région puissent continuer à s'assurer de ceci, comment les données sont utilisées, comment le prix est contrôlé, comment les données sont utilisées. Ça, c'est la responsabilité que vous avez, vous. Si vous ne le faites pas, eh bien, vous serez dépossédé. Je ne sais pas comment dire cela. Le sentiment d'indépendance de cette région m'a vraiment surpris. Je vous ai dit, on ne va pas se faire raconter des histoires par qui que ce soit. Lorsqu'on va dans les régions, vous savez, il y en a qui veulent tout vendre pourvu qu'on ait telle entreprise. Vous, ici, ce n'est pas comme ça. Il y a une sorte de caractéristique particulière. Vous voulez vous assurer dans cette région que la solidarité soit maintenue en tant que sentiment fraternel. Voilà pourquoi ça marche si bien ici. En fait, il y a des personnes ici qui sont très sceptiques à propos de nos leaders politiques lorsqu'on leur parle. Est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'ils sont convaincus par vos explications, qu'ils sont conscients de l'urgence de la transition écologique qui doit être la nôtre? Emmanuel Macron, Donald Trump, vous pensez qu'ils sont vraiment conscients de ça?
Je vais commencer par la région. La région, j'ai rencontré le président de région, Percheron, Monsieur Patron. Ils savent exactement ce qu'il se passe et comment ça devrait être fait. Et toutes les municipalités locales aussi, tous les partis se rendent compte très bien que les choses se passent, quels que soient les partis auxquels ils appartiennent. Au niveau national, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de leaders nationaux qui disent « Oui, on est des changements du changement climatique, on va s'adresser de l'accord de Paris. » Et puis, ils continuent leur train-train quotidien. Le changement se fera à partir des localités. Les États-nations peuvent jouer un rôle, c'est vrai. En France, vous voulez que votre gouvernement national crée un nouveau code, un nouveau règlement, de nouvelles normes et de nouvelles mesures d'incitative, puisqu'on n'est pas de problèmes bureaucratiques. Ça c'est leur grande mission. Et donc, de passer donc à cet aspect réglementaire, de l'amener ces réglementations à la troisième révolution, parce que là aussi, c'est ça qui nous empêche véritablement d'évoluer. Ça, c'est la mission du gouvernement de Paris. La mission de chaque région française est de faire en sorte que vos infrastructures soient faites sur mesure, sur la base de cette troisième révolution internationale, et de faire en sorte qu'il y ait des passerelles qui soient établies entre les différents lieux, les différentes régions. Une partie de ce scepticisme est notre égoïsme. Par exemple, j'ai une question. Comment pouvons-nous sauver la planète si le comportement humain demeure aussi égoïste qu'il l'est à l'heure actuelle? Est-ce que vous pensez que nous sommes aussi égoïstes que cela? Non, pas du tout. J'ai écrit un livre, je pense que personne d'entre vous ne lira, de 600 pages, 680 pages. Ma femme m'a dit « tu es fou ». Mais bon, elle avait raison. Et vous savez ce que j'ai découvert, c'est que on nous a, pendant des centaines d'années, vendu une histoire à propos de la nature humaine. La vision de l'âge des Lumières, c'est que nous sommes des gens qui ne pensons qu'à nous, nous sommes concurrentiels, nous sommes compétitifs, nous sommes prédateurs, et tout revient à ce qui me permet à moi de profiter de ma vie. Voilà ce qu'on nous a vendu comme histoire. Ce qui est intéressant, c'est que dans les sciences cognitives, on voit que, et que l'on comprend si on a un enfant, cet enfant, Freud a dit que cet enfant cherche le sein de sa mère, parce que ce qu'il veut, c'est moi, 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 et tout le reste est accessoire. Et cet enfant est concurrentiel, prédateur, il veut se satisfaire ses besoins, etc. C'est faux. Ça, c'est une conception qui est fausse. Durant les 30 dernières années, dans une nouvelle étude des sciences cognitives, on apprend que tout enfant, et ceci est fait pour les mammifères qui élèvent leurs petits, nous, les êtres humains, nous sommes aussi équipés d'une détresse empathique. C'est quelque chose qu'on a dans notre système nerveux. On a découvert, on a des neurones miroirs qui font partie des neurones de l'empathie. Il y a un laboratoire en Italie, il y avait un macaque dans le laboratoire qui regardait, qui mangeait des noix. Non, excusez-moi, je me suis trompée. Il y a un macaque qui est dans le laboratoire et il voulait manger des noix. Et il y a un être humain qui a vu des noix, qui a commencé à les manger, cet être humain. Et tout d'un coup, l'écran, on l'a vu sur un écran, il a commencé à voir qu'il y avait des neurones qui s'illuminaient dans son cerveau alors que cet être humain mangeait et ce sont les mêmes neurones que ce sont les neurones miroirs, ce sont les mêmes que ceux qui s'illumineraient si on mangeait justement les noix. Nous pensons que les éléphants, les animaux les ont. Si vous êtes dans une expérience où, par exemple, quelqu'un qui est proche de vous, ou pas forcément proche de vous, avait peur, dans une situation désespérée, dans une situation d'urgence,
où ils avaient des tendances suicidaires, d'un coup, on sent, vous faites l'expérience de ce sentiment. Ça n'est pas... C'est à travers votre service nerveux. Vous êtes capable de ressentir la joie, la colère, la peur d'un autre comme si c'était la vôtre. C'est dans notre système nerveux. Ensuite, on commence à rationaliser ceci, comment on doit réagir de manière en montrant de la compassion. Alors, ce qu'on a appris en psychologie, c'est à propos de le fait d'élever les enfants. Si un parent est empathique et véritablement sur la même longueur d'onde que l'enfant, les deux parents le sont, lorsqu'il permet aux parents qu'il y a toujours un endroit sûr où ils peuvent retourner, mais aussi d'explorer ce qu'il y a autour, ces enfants se sentent beaucoup plus sûrs, ils sont beaucoup plus empathiques. Ceux qui sont, les parents qui ne sont pas cohérents dans leur comportement ou qui sont cruels, qui ne sont pas là, qui sont absents, l'enfant devient craintif. Il a aussi un comportement d'échappement où ils peuvent avoir d'immenses craintes. C'est la même chose pour les chiens. Voyez, donc, si vous voyez quelqu'un qui bat un chien, ou bien qui le chien soit devient violent, ou bien il essaye d'éviter la situation de stress. Est-ce que vous avez vu donc sur YouTube, il y a un dessin animé. On voit qu'on a une évolution de l'empathie au cours des années jusqu'à l'identité nationale. Et maintenant, c'est la conscience dans un sens plus large. Par exemple, pour les chasseurs, les gens étaient véritablement se limiter leur empathie à ceux qui étaient proches d'eux. Donc, à Rome, par exemple, les gens venaient de l'Empire tout entier. Ils avaient des liens familiers, de famille avec eux. Certains sont devenus chrétiens, ils ont commencé à s'embrasser. Ils sont appelés frères et sœurs. C'est la première fois que ceci ait été fait. Ils se commençaient à s'identifier à la religion. Tous ceux qui étaient fait partie d'une religion faisaient partie de leur famille. Et quand on arrivait à l'État-nation, les gens ont commencé à s'identifier avec la nation française, la nation américaine. On avait des cérémonies communes, un sens commun de l'histoire. C'était de la fiction. Maintenant, les Français s'embrassent, mais peut-être qu'ils n'embrassent pas peut-être les Allemands ou les Italiens. On voit que chaque année, donc, il y a eu des améliorations. Maintenant, on parle de biosphère, de la conscience de la biosphère. Les gens qui ressentent les sentiments des autres personnes. Lorsqu'on voit, par exemple, des gens qui souffrent lorsqu'il y a des inondations, il est évident qu'on ressent les mêmes sentiments que ces personnes. Si ces qualités d'empathie ne sont pas entretenues, on peut véritablement avoir des gens extrêmement prédateurs et dangereux dans la vie. C'est vrai, dans la société. Dernière question. Que peut-on faire ici, chacune d'entre nous, pour contribuer à cette révolution? Les 7 universités ici de Hauts-de-France qui s'organisent depuis un certain nombre d'années, je crois qu'il y a environ 275, il y a environ 300 lycées. Retournez dans vos lycées. Il y en a combien qui vont au lycée ici? À l'université, vous êtes combien? Retournez dans vos lycées, dans vos universités. N'attendez pas demain. Demandez-vous ce qu'ils ou elles font. Et je dirais que ceci n'est pas suffisamment rapide. C'est parfait, ils sont à l'avant-garde. Il faut que vous retourniez avec votre énergie. Ils essaient de changer les programmes scolaires pour que véritablement les universités soient connectées à cet Internet des objets. Voyez ce que font ces universités en termes de Rêve 3 et faire en sorte qu'il y ait un corpus d'étudiants qui soit là, qui puissent lancer concrètement des actions sur le terrain.
La prochaine fois que je reviens, dans un an, avec les gens qui sont ici dans cette salle, je vous demanderai de vous lever. Moi, je serai dans le public. Je suis sérieux. Et je vous demanderai de me dire ce que vous avez fait dans un an. Qu'est-ce que vous avez fait maintenant? Est-ce que vous avez fait du progrès? Des progrès. Parce que c'est cette énergie de votre génération, des digital natives, qui feront que ce monde sera meilleur et plus écologique. Merci.